Donc voilà, donc je vous dis donc le plan du jour, effectivement, c'était donc, comme je vous ai dit, donc la modélisation, la génération, la comparaison, le reverse de données, le scaffolding et la génération de documentation. Donc voilà, donc la planche, effectivement, qui vous redonne les différentes versions d'Oracle. On verra un peu plus loin dans la bande démonstration jusqu'à quelle version d'Oracle et Postgre, ainsi de suite, on supporte. Tout en sachant qu'il y a une version 3.2 qui devrait sortir dans pas longtemps du studio qui augmente encore les performances sur les drivers de base. J'en étais ici à cette planche de scaffolding. Donc, ça permet de faire de la transformation de modèle entre un MLD, un MPD et bien sûr des générateurs de script SQL ou Wikibase. Et on le fait dans l'autre sens. Effectivement, on fait un reverse de base, on remonte à MPD et on peut aller jusqu'à MLD. Je vous montrerai donc en finale qu'on pourra remonter sur de la modélisation qu'on appelle Entity, qui est plus de la conception côté base de données, donc les objets métiers et tout ça. Et on peut tout synchroniser. Entre toutes ces transformations, nous avons un modèle spécifique qui s'appelle le scaffold, qui permet de conserver les traces entre toutes les modifications et de conserver, en fonction de certaines règles, des modifications qu'on peut faire. On finira par la gestion de documentation. Donc là, on va utiliser un module qui s'appelle M2Doc, qui est aussi open source, vous avez le site ici, qui permettra de faire la génération de documentation. Donc je vais tout de suite passer en démonstration. Donc pour ça, j'ai lancé le studio, donc Yes Designer à la version 3.1. Donc je me suis préparé un petit projet qui s'appelle donc Demo IS, qui est un projet de type modeling. Donc pour commencer, je vais mettre en place un modèle de type database. Donc pour ça, c'est tout simple, il suffit de faire New, Other, et dans l'ensemble proposé, on va chercher database. Donc je passe par le wizard, je le sélectionne, je fais Next. À partir de là, il me demande effectivement de lui mettre un nom. Et si j'en reste là, je fais Finish, je vais créer un modèle de type logique. Par défaut, on crée un modèle de type logique. Mais moi, ce qui m'intéresse sera de faire plutôt un modèle de type physique. Je vais prendre un modèle de type Postgre, parce que j'ai une base de Postgre embarquée pour faire des démonstrations de génération. Donc, je vais cliquer sur le bouton Next, et là, je vais pouvoir choisir les différents types existants. Donc, on retrouve les types MySQL, MariaDB, donc on va jusqu'à la 10.2, Oracle, pour l'instant, c'est jusqu'à la 11G. Donc, pour les modèles H2, ça va sur les 1.3, les 1.4 complètes. Pour Postgre, on va de la 9.5 à la 13, et sur SQL Server, on est sur la 2008. Le 3.2 embarquera de nouvelles versions, donc on montera on ira jusqu'à on aura, je crois, sous la 13, Postgre jusqu'à la 14, et on ira sur des serveurs 2016 pour SQL Server. Voilà. Donc, dans un premier temps, moi, je vais prendre un modèle Postgre. Je peux choisir de la même façon l'encoding qu'on va utiliser au niveau de la base de données qu'on pourra transférer. Donc, par défaut, je vais rester en UTF-8. Voilà, je fais Finish. Automatiquement, le studio se met en place. Par défaut, il m'a activé des viewpoints et il m'a créé ma vue de représentation de niveau database qui va me permettre de modéliser graphiquement. Donc, le studio lui-même fonctionne sur la technologie Sirius. Donc, on utilise ce qu'on appelle des viewpoints. Donc, par défaut, on peut choisir les viewpoints qu'on peut activer. Donc, dans notre cas, nous, c'est database qui a été automatiquement créée lors de la création du wizard. Mais on pourrait en réactiver si besoin était. Et au niveau de mon modèle, il m'a créé une représentation graphique de niveau database, donc du plus haut niveau. À partir de là, je vais pouvoir créer tout un tas de choses, donc des choses au niveau des databases. Dans un cas, effectivement, en fonction des bases de données, je peux créer des tables, des vues directement à la database. Dans notre cas, nous, Postgre, on va travailler sur des schémas. Donc, je vais d'abord commencer par créer un schéma. Donc, il suffit de sélectionner l'outil, me déplacer dans la vue. Soit je clique, ça m'en fait une forme de base, soit je peux la créer en l'étirant, tout simplement. Donc, il me crée mon schéma. Et dans la vue propriété que j'ai en dessous, j'ai une vue qui synchronise, qui me permet de renseigner des textes, donc des informations. Donc, dans mon cas ici, effectivement, soit le nom, que je peux modifier ici, mais je peux aussi directement le modifier ici, au niveau du graphique, que je vais faire directement. Voilà. Je peux aussi à tout moment mettre des commentaires, donc ce qui est très pratique, parce que les commentaires vont permettre aussi d'être diffusés dans la base de données si besoin. Simplement. Une fois que j'ai créé mon schéma, le but du jeu, ça va de pouvoir rentrer dedans pour pouvoir designer la base de données qui m'intéresse. Donc pour ça, deux solutions. Soit je me mets au niveau schéma, je fais un clic droit, nouvelle représentation, et il me propose une représentation de type schéma. Soit, l'autre solution, c'est je double-clique directement dans mon objet. Il m'amène au même endroit, dans la même vue.
Et à partir de là, il me demande de créer le nom que je veux. Donc par défaut, j'ai schéma, ce qui m'intéresse. Voilà, donc le schéma arrive. Et je retrouve une palette outils. Donc par contre, elles ont un peu changé. Je suis au niveau schéma maintenant. Donc on ne retrouve plus de possibilité de créer un schéma puisqu'une base de données n'autorise pas de faire un schéma dans un schéma. Donc là, je vais commencer par créer une table. Je vous mets un principe. Donc je vais faire une table très simple. Je vais faire une table qui va permettre de gérer des séries. Le principe, pensez à mettre un peu de commentaires, c'est pratique. Donc tout simplement, je crée une table de série. Je vais pouvoir, à partir de là, rajouter sa PK. Donc l'outil PK colonne va me permettre de créer à la fois la colonne PK et la contrainte de PK. Tout simplement, donc il me crée l'objet en une seule fois. Donc je peux à partir de là sélectionner les différentes versions. Donc ce qui m'intéresse, je peux lui mettre le nom qui m'intéresse. Je vais pouvoir sélectionner le type. Et le type dépend bien effectivement de tout ce qu'il peut trouver dans les bases Postgre. Donc pour l'instant, je vais me dire, pour moi, pour la démonstration, ça sera un integer. Je pourrais choisir effectivement d'autres informations du style, bon, en principe, donc ici, de la table série. Voilà. Pour la contrainte de PK, si je la sélectionne, automatiquement, l'outil a été directement fait pour récupérer le nom de ma table, ajouter underscore PK. Il a directement liaisonné avec la colonne qui nous intéresse, et même principe, je pourrais mettre un commentaire. Voilà. Donc ça m'a permis comme ça de créer directement donc une table avec sa PK et sa contrainte. Maintenant, je vais pouvoir ajouter dessus une colonne. J'appuie sur, je vais chercher mon outil colonne, je clique dans ma vue colonne, dans ma table, ce qui me permet d'avoir une colonne. Même principe, je peux lui mettre son nom. Je vais mettre un titre par exemple. Et là, je vais pouvoir choisir effectivement, on va lui prendre un type char. Et je vais pouvoir dimensionner à partir de là sa taille. Donc il fait 75 caractères. Je pourrais choisir si la colonne est nulle ou non nulle, si elle est unique ou pas. Et donc là, dans mon cas, moi, j'aurais pu choisir aussi, ça fait partie de la primary key. Dans mon cas, c'est pas une primary key, donc je laisse tout simplement comme ceci. Je vais pouvoir effectivement mettre un commentaire. Tout simplement. Je pourrais lui mettre une valeur par défaut si besoin était. Donc là, je viens mettre tout simplement en place le titre. Donc, si je reviens sur la table, je vois qu'il y a différents onglets au niveau de la propriété. J'ai un onglet d'abord table qui me permet d'avoir le nom, et là, je vois les colonnes qui viennent de se mettre en place dedans. Si je sélectionne une des colonnes, je vois que je peux la faire bouger au niveau, la déplacer au niveau de l'emplacement. Je peux voir mes primary keys pour travailler dessus. Je peux avoir mes foreign keys, mes index, les contraintes check de ma table. Donc, dans un premier temps, ce qui m'intéresse ici, par exemple, pour la PK, je voudrais associer ma PK à une séquence. Donc, pour ça, je vais créer une séquence. Donc, je vais chercher l'outil séquence. Il me crée un conteneur séquence graphique et dedans, il m'a créé une séquence 1 qui m'intéresse. Donc là, je vais créer ma séquence que je vais associer à ma table série, à ma PK de ma série. Donc, toutes les notions qui m'intéressent. Donc, je veux dire qu'on va commencer à 1, incrément de 1. Max value, je vais pouvoir gérer que 10 000. Un cache de 5. Et à partir de là, ma séquence a été créée. Je vais pouvoir donc maintenant l'associer à ma PK de ma table. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est sélectionner la PK au niveau graphique, ma propriété s'ouvre. Et ici, j'ai mes séquences. Je peux effectivement cliquer sur les 3 petits points. Et automatiquement, il me propose les séquences existantes. Là, il n'y en a qu'une seule. Je la sélectionne. Et à partir de là, je la mets en place. Donc, elle vient d'être mise en place au niveau de la PK. Même principe, je voudrais effectivement que mes titres soient uniques. Donc, dans ce cas-là, tout ce que j'ai à faire, c'est donc soit j'utilise l'outil index, qui va permettre de créer un index, et à partir de là, je vais choisir tous les renseignements complets. Soit je clique sur, je vais sélectionner ma colonne titre, je vais cliquer sur un unique. Automatiquement, l'outil me crée un index, il me donne un nom, donc il va chercher le nom de ma table, le nom de ma colonne, et il met underscore un unique index.
et il me l'ouvre directement dans la vue propriété. Non, donc voilà. Donc moi, ce nom-là ne m'intéresse pas. Je vais le renommer. Alors, par défaut, l'association a été faite automatique. Et même pas si je pourrais mettre un commentaire. Donc je pourrais ici mettre le type d'index qui pour l'instant n'est pas géré dans l'outil. Mais on a prévu le champ. On pourrait le faire évoluer plus tard pour ajouter les types d'index en fonction des bases de données. Donc graphiquement parlant, on voit aussi que l'index, on a un repère I1 qu'on retrouve directement au niveau de la colonne, ce qui permet de savoir rapidement que l'index, donc UN1, pointe sur la colonne qui s'appelle GES série, titre. Donc voilà. Donc à partir de là, je vais pouvoir créer en continuant. Une fois que j'ai fait effectivement ma PK, mes colonnes, je vais pouvoir rajouter une autre colonne. Donc le but va être tout simplement, je vais avoir une colonne qui va me permettre de savoir si ma série est d'origine française ou pas. Donc je vais dire de type booléenne, tout simplement. Et par défaut, elle est nulle possible. Donc là, on voit aussi graphiquement parlant que la colonne GS série VF n'est pas en gras. Donc ça nous permet graphiquement parlant de savoir qu'effectivement entre les différentes colonnes graphiques, on voit toutes celles qui sont en gras, elles sont notes nulles, celles qui ne sont pas en gras sont nulles possibles. Donc ça permet de voir graphiquement parlant. Au niveau de ma contrainte, je vais pouvoir rajouter une contrainte. Je voudrais que au niveau de ma base de données, au niveau du champ série VF, je ne veux mettre que oui ou non, true ou false. Plutôt. Donc pour ça, je vais rajouter une contrainte. Pour être certain. Pour du boulin, c'est pas très utile, mais bon, c'est juste une démonstration. Une expression, alors dans ce cas-là, par contre, il faut que ce soit une expression SQL. Et moi, rajoute une contrainte directement ici. Et la contrainte, vous voyez qu'elle est venue se positionner. On a un petit triangle bleu qui s'est venu se positionner au niveau de la table, qui permet de dire qu'on a une contrainte, au moins une contrainte qui est existant dans la table. On ne sait pas combien, on ne sait pas sur quoi, mais on sait qu'on en a au moins une. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter là pour la manip pour l'instant pour cette table-là. Je vais en profiter pour faire une sauvegarde. Je n'ai pas de choses de pour l'instant. Et à partir de là, on va commencer par faire de la génération un peu. Donc pour ça, je vais demander de la génération SQL. Donc il me suffit de me positionner sur mon modèle database, faire un clic droit. J'ai une entrée qui s'appelle ES-Designer. Et dedans, je retrouve un générateur SQL script. Si j'exécute, voilà. Automatiquement, il me dit qu'effectivement, mon script s'est bien exécuté, qui se situe dans le folder SQL. Donc si j'ouvre le folder SQL, je vais trouver effectivement d'abord un premier répertoire qui est le type de la base de données, et après un système de redatage entre le nom de la database, sa date, et après l'heure à laquelle c'était créé, et je vais retrouver les différents scripts. Donc le scripto permet d'avoir un script global complet, et après j'ai les différentes créates, ce sont des scripts par objet. Donc on retrouve effectivement, comme dit, donc un script de création qui permet effectivement de gérer la table complète. Et pour ceux-là, dans les endroits où j'avais mis des commentaires, on retrouve la mise en place de commentaires. En fonction des bases de données, sur certains endroits, on peut mettre des commentaires, mais la base ne le supportant pas, ils ne sont pas générés dans les scripts de SQL. Voilà. Je peux faire la même chose, mais du côté Liquibase. Donc même principe, l'entrée YesDesigner, et là j'ai un Liquibase changelog qui me dit effectivement que j'ai lancé effectivement la génération, ça s'est situé dans un folder qui s'appelle Liquibase, et on travaille sur la version Liquibase à 4.4.0 pour l'instant. La prochaine sera la 4.14 qui sortira donc à 4.3.2. Donc on retrouve un peu le même principe. Première entrée, la base de données, le schéma de la base de données, le nom de la database plutôt, excusez-moi, et après un système de redatage. Donc vous retrouvez effectivement un redatage complet, date, heure, minute, seconde,
et un fichier de changelog. Ce fichier changelog est créé à chaque fois dans ce répertoire-là, et on le recopie systématiquement à la racine de la database, ici. Et on a un autre fichier qui s'appelle Liquibase Properties. Donc, si je clique sur le Run Changelog, je me retrouve effectivement avec un système complet, donc le format Liquibase en format XML, qui permet de me créer ma base de données. Donc, on utilise une version communautaire de Liquibase. Donc, tout n'est pas géré au niveau de Liquibase communautaire. Typiquement, la partie d'altération, effectivement, d'état pour mettre des contraintes. Donc, pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a géré directement en SQL au niveau de Liquibase. Si un jour ça change au niveau de la version communautaire, ben on repassera en description XML pure. Mais dans un premier temps, pour l'instant, on a pris ce choix-là. Ce qui n'est pas géré par la version communautaire, on le gère avec des scripts SQL, comme c'est possible dans Liquibase. Donc ça m'a permis effectivement de créer mon script. Maintenant, à chaque fois que je lance la génération Liquibase, la première fois que j'exécute, si le répertoire n'existe pas au niveau de la database, il me crée un fichier qui s'appelle liquibase.properties, correspondant à la base de données. Donc c'est le fichier de paramétrage qui va me permettre de faire la connexion à la base et d'exécuter le fichier Liquibase dans la base de données. Donc pour ça, il est préparé. Donc j'ai mon lien JDBC. Donc pour l'instant, il va falloir que je le paramétrer du style ici. Moi, ma base est en local. Donc je vais le mettre au réel. Elle s'appelle ODU. Et je vais pouvoir lui mettre les mots de passe, les passwords, qui permettent de me connecter à ma base de données. Dans le cas où ma base de données possède plusieurs schémas, au niveau donc là, sur mon compte que je vois plusieurs schémas, il faut que je lui précise dans quel schéma je vais créer des tables spécifiques à Liquibase. Mon cas, moi, c'est GS. Donc, je sauvegarde le fichier. Donc, pour ça, on va aller voir effectivement. Donc, j'ai ma base de données qui tourne derrière. Donc, voici ma base de données. Le schéma GS, donc, qui est bien vide pour l'instant. Mon schéma, pareil, RF qui est vide. Donc, je vais pouvoir, à partir de là, exécuter mon script pour remplir ma base de données. Donc pour ça, je me positionne sur le fichier qui s'appelle run changelog XML. Je fais un clic droit. J'ai un menu contextuel qui s'appelle Liquibase et j'ai un appui de changelog. Automatiquement, ce que fait le wizard, il va me lire le fichier Liquibase Properties, m'extraire les données qui l'intéressent, me les afficher, ce qui va me permettre de les modifier. Par contre, si je modifie le user ou le password, peu importe, ils ne seront pas sauvegardés dans le fichier Properties. Il faut que j'édite les fichiers Properties pour les modifier. Là, c'est juste une modification juste à l'exécution. Donc là, par défaut, mon chemin est correct, donc je fais OK. Il me dit que l'exécution s'est bien passée. Donc si maintenant je retourne sur ma base de données et je rafraîchis, on retrouve effectivement mes deux tables spécifiques à Liquibase et surtout ma table série. Donc on peut voir un schéma rapide, donc on retrouve effectivement mes deux champs, donc série titre et série BF. Donc ça m'a permis d'exécuter directement depuis mon studio, sans m'occuper du système, j'ai pu générer et créer ma table au niveau de ma base de données. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a vu effectivement la génération, je vais modifier mon schéma et je vais faire de la comparaison de modèles pour pouvoir fabriquer effectivement, comme dans les itérations, on crée une première base de données, on génère le script, on passe à l'itération suivante, on modifie la base et le but du jeu, c'est de refaire un script en delta. Donc pour ça, c'est ce qu'on va faire. Donc là, ce que je vais faire, je vais rajouter une table qu'on va appeler saison. Et c'est très rapide. La table saison, on va lui mettre sa PK parce que j'en ai besoin. Et j'ai oublié de mettre son type. En même principe, le type, je pourrais le taper ici. Par contre, il faut que l'orthographe soit exactement celle qui est contenue dans la combo box. Moi, je trouve plus pratique de passer par la combo box directement. Et je vais lui rajouter juste une colonne.
Donc, même principe, ça va être simplement le numéro de la saison. Voilà. Donc, j'ai mis en place donc une table saison et à partir de là, ça me permet de vous montrer l'outil donc Foreign Key qui va me permettre effectivement de mettre une Foreign Key entre ma série et ma saison. Donc pour ça, ben, je clique sur effectivement la table qui va et je vais vers la deuxième table, donc de saison vers série. Il me crée ma Foreign Key qu'il a appelée FK1, je vais pouvoir la renommer. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un nom plus parlant. Donc, saison. Automatiquement, elle va donc la PK de ma table série a été amenée comme colonne de FK dans ma table saison en automatique. Et même principe, je pourrais mettre là aussi un commentaire. À tout moment, si vous préférez, effectivement, vous pouvez déformer vos flèches pour faire effectivement, si vous voulez remettre en place quelque chose de plus propre. Bon, voilà. Tout est possible au niveau de l'outil. Voilà, donc je crée ma contrainte FK. Je vais pouvoir effectivement, là aussi, je vais rajouter simplement une petite colonne pour sécuriser ma base. Donc là, je vais faire un index. Cet index-là, on va pas un index d'unicité. Je vais dire qu'il est unique. Cet index, eh ben, il va travailler entre séries et je vais lui rajouter la deuxième colonne qui est le numéro de ma saison. Comme ça, je suis certain qu'une série ne pourra avoir qu'une seule numéro de saison à la fois et pas plusieurs. Voilà. Donc j'ai rajouté simplement un index. Donc là, on le voit aussi, l'index IAM, on le retrouve effectivement à chacune des colonnes. Tout simplement. Donc là, je vais sauvegarder ma base de données une nouvelle fois. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est de faire une comparaison de modèles qui va me permettre de voir quelles sont les différences entre le modèle que j'ai sauvegardé la première fois et ce modèle-là. Donc pour ça, je me positionne au niveau de mon modèle. Je fais un clic droit, menu contextuel, j'ai une entrée qui s'appelle Compare with. Je fais Local History. Il me donne les différentes dates de sauvegarde. Donc moi, ce qui m'intéresse entre celle qu'on vient de faire et celle d'avant, je les sélectionne. Je refais un clic droit et je fais un Compare with Chaser. Voilà. Donc l'outil vient de détecter des changements. Graphiquement parlant, on peut les voir. Je vais descendre un peu ma table pour qu'on voit. Voilà. Donc il a vu effectivement qu'il y a une table qui a été créée, qui a été mise en place. Donc il me permet effectivement de voir tout ce qui s'est passé dans ma base de données. Donc je vais pouvoir à partir de là lancer donc soit une génération ici, donc l'Equibase, ou même principe SQL. Donc là, ce qui m'intéresse, je vais faire la génération donc l'Equibase. Donc même principe, il me dit qu'il a fait une nouvelle entrée. Donc si je me replace du côté de l'Equibase, on a vu effectivement une deuxième entrée qui vient de se créer ici. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a créé la deuxième entrée. Dans cette entrée-là, il a créé le fichier run changelog et il l'a recopié à la place de l'autre, à la racine, pour qu'on puisse exécuter directement. Donc, même principe, j'aurais pu faire ça aussi avec du SQL. Donc, si maintenant je reprends mon fichier de changelog, voilà, on retrouve effectivement les créations. S'il y a eu une altération, il y aurait eu une altération, j'aurais pu faire une modification. Je l'ai oublié, j'aurais pu vous faire une altération sur la table série en rajoutant la colonne synopsis. Et on aurait vu un alter passer au niveau de la base de données. Pour la création. Donc, même principe ici, je peux faire la même chose. Je peux lancer l'exécution. Voilà. Donc là, il vient d'exécuter le script Liquibase au niveau de ma base. Et même principe, je vais pouvoir rafraîchir. Voilà. Donc, il vient de me créer effectivement maintenant ma table avec ma liaison entre les deux. Donc, on voit qu'on est capable effectivement de travailler en itératif avec le système en évolution. On retrouve systématiquement les deltas grâce à l'outil de comparaison. Donc là, cet outil-là, il suffit, si je clique ici, effectivement, je vais resynchroniser cette vue-là. Donc je vais pouvoir rentrer aussi profondément et aussi finement que cela m'intéresse pour voir les différentes données qui ont été modifiées.
et à chaque fois, il me dit ce qui était modifié par rapport à ce qu'il y a eu avant. Le principe, et pour l'instant, je vous l'ai fait en comparaison locale. On pourrait faire la même chose sur 2 fichiers de modèles. Par contre, il faut que les modèles soient identiques, donc que ce soit des modèles de database. On peut pas mélanger les modèles, bien sûr. On pourrait faire ça aussi en gestion de conf. Donc, si votre projet est mis en gestion de conf, soit Git, soit SVN, vous pourriez faire la comparaison entre votre version locale et une des versions se trouvant sous la gestion de conf. Et on ferait le même principe de la comparaison. Donc voilà. Donc par rapport à cette comparaison qu'on vient de voir, il nous reste un outil qu'on n'a pas encore vu, qui est l'outil External Table. Donc ça va être un outil qui va me permettre d'aller chercher des tables qui ont été modélisées dans d'autres schémas et de pouvoir faire la liaison avec. Donc pour ça, je vais me positionner sur mon modèle database. Je vais rajouter donc un schéma de référence. F. Je vais vous montrer ce coup-ci. Je vais faire la création via le menu. Montrer ça, on arrive au même endroit. Si on retrouve mon wizard, je fais OK. Là, je vais rapidement vous faire une table. Donc, cette table-là, c'est une table de genre. Je vais juste, même principe, lui mettre sa PK parce qu'on en a besoin pour travailler avec les FK. Et une fois que j'ai fait ça, je rajoute une colonne rapidement de libellé. De type varchar. Et là, on va lui mettre, je fais 30, par exemple. Simplement. Donc, j'ai ma table qui a été créée. Donc là, je reviens sur le schéma GS. Je vais pouvoir cliquer sur mon outil External Table, cliquer un emplacement. Automatiquement, il propose ce qu'il voit en système. Je peux ouvrir. Et là, il me propose la table qu'il ne connaît pas, table d'échange. Je vais pouvoir la positionner. Et je pourrai effectivement à partir de là. Donc, on voit que l'affichage change. Alors là, ce qu'on regarde bien, c'est la couleur. On est en vert très très pâle. C'est par rapport au vert qu'on a ici pâle. On retrouve effectivement la table RFGen, mais dans ce cas-là, on est sur le nom de la database, le nom du schéma, le nom de la table. Et on ne voit que les colonnes de base. On ne voit pas les index, on ne voit pas tout ça. Donc, je vais pouvoir, à partir de là, créer une FK entre ma table des séries et ma table des genres. Voilà. Alors, il nous reste cette petite fonctionnalité qu'il faut qu'on s'arrange pour supprimer. À partir de là, je vais pouvoir, même principe, lui rajouter son nom qui m'intéresse. Ah. Je vais créer ma FK entre ma table, qui me permet effectivement de voir ça. Donc, on a deux options au niveau du modeleur. On a des niveaux de calque. Par exemple, au niveau schéma, là, on voit actuellement, vous avez effectivement les index qui sont visibles. On peut cliquer ici pour voir les différents schémas qu'on peut activer ou désactiver. Par défaut, ils sont tous actifs. Mais si je désactive les index, ça permet de réduire un peu l'affichage qui nous intéresse. Même principe, je peux demander de ne plus voir non plus les tables externes. Ou effectivement de voir un schéma complet. Donc, ce sont d'autres possibilités de l'outil. Voilà. Donc, même principe, là, je vais pouvoir effectivement refaire une sauvegarde. On ne l'exécutera pas, mais simplement pour voir la différence. Donc, je relance une comparaison entre celle-ci et celle-ci. Et ce coup-ci, on va voir qu'effectivement, au niveau de ma table série, j'ai un alter qui se passe, que j'ai une colonne qui vient de s'être mise en place, qui permet de faire la liaison. Donc, au niveau schéma, j'ai bien effectivement, à partir de là, une foreign key qui a été mise en place à la place qui n'existait pas avant. Donc, même principe, je pourrais générer le fichier liquibase et exécuter la modification. Voilà. Donc, pour la modélisation, donc je vais en rester là. Donc, vous voyez que c'est quand même très simple d'utilisation. Pas très compliqué. On peut modéliser effectivement, on est dans un Eclipse effectivement, donc on peut effectivement possibilité d'ouvrir en grand si besoin était. La seule solution, c'est que là, on perd la vision properties.
Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer maintenant qu'on a vu effectivement donc la modélisation, on a vu la génération SQL et on a vu la génération donc l'Equibase, on a vu la comparaison de la base de données. On va faire du reverse base. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner sur mon projet, je vais faire un clic droit, je vais demander un import, et là je vais taper database, et au niveau database, j'ai un import database qui apparaît. Donc là, qui me permet effectivement de me connecter à une base de données et de récupérer tout ce qui est dans la base de données. Donc pour ça, je vais définir quel type de base qui m'intéresse. Donc c'est une base Postgre, comme toujours. Donc là, je suis en localhost. Donc on ne pourra pas changer. Ma base s'appelle démo, contrairement à c'est pas celle qu'on a fait. J'en ai pris avec un peu plus de choses dedans. Par défaut, cette base qui s'appelle démo contient deux schémas qui s'appellent le schéma RF et le schéma GS, comme j'ai fait pour la démonstration en modélisation. Un schéma donnant les données de référence et un schéma donnant les données applicatives. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord récupérer la modélisation du schéma de référence. Donc démo. Donc là, il me demande dans quel projet j'y suis, le nom. Il faut que je lui mette le nom du schéma .database. Une fois que c'est fait, voilà. Et une fois que c'est bon, je fais finish. Voilà. Il me dit que l'importation s'est bien passée. OK. Et à partir de là, il va me créer les vues en automatique et m'ouvrir donc le système. Voilà. Donc, il vient de faire un reverse de base sur le schéma RF. Donc, on retrouve le genre MPI, par exemple, ici, un peu plus renseigné que ceux que j'ai fait moi, avec différents index, des PK, mes séquences pour mes tables. Et ce que je vais faire, donc, je vais faire un deuxième. Alors, ce que j'aurais pu vous montrer effectivement avant, c'est ce que j'ai absorbé, excusez-moi. Donc, ma base de données qui est ici. Hop. Voilà, le but du jeu, c'est que je vais absorber ce schéma-là avec ce schéma-là. Donc, on vient de revoir à l'instant. Donc, je vais refaire une deuxième passe. Je vais refaire un import. Même principe database. Donc là, je vais ressaisir mon système. Pour ma base démo. La différence, c'est que là, je vais prendre le schéma GS. Je vais lui donner le fichier qui m'intéresse, donc c'est gs.database. Par contre, au lieu de faire comme d'ailleurs finish, ce que je vais lui faire, c'est que je vais lui dire qu'il y a un fichier de référence sur lequel on pointe. On pointe sur le schéma de référence. Donc je viens de faire un reverse, donc je vais le sélectionner, je fais OK. Et ce qui va lui permettre comme ça donc dès qu'il va trouver des FK qui sont interschémas, il va me les recréer et me les associer dans son système. Voilà, donc même principe, il me crée mon système, il me crée mes vues. Donc là, on voit bien que si j'ouvre mon schéma en grand, il m'a récupéré l'intégralité de la modélisation, mais surtout, il a fait l'accrochage directement, l'association des FK entre le schéma RF et le schéma GS en automatique. Donc là, on voit sur des petites tables, vous avez vu que c'est très rapide. J'ai déjà pratiqué sur des bases de données avec plus de 200 tables dedans. Ça prend moins d'une minute pour faire le reverse de base. Tout simplement. Donc, voilà. Donc, il me reste à vous montrer la partie scaffolding. Donc là, on avait vu qu'on a monté effectivement mon modèle ici, DataMoISD Database, qui est un modèle de type MPD. Donc, pour faire du scaffolding, ce que je vais faire, je vais créer un nouveau modèle de type database. Là, ce qui m'intéresse, c'est un modèle de type logique, donc j'ai pas besoin dans le bouton Next, puisque par défaut, on avait vu au départ que je vous ai dit, quand on crée un modèle, si on ne spécifie pas, il sera de type logique, et en UTF-8. Donc je fais Finish. Ce qui m'a permis de rentrer un modèle qui pour l'instant est vide, il n'y a rien dedans. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de transformer le modèle data MPD pour envoyer toutes les données dans mon modèle logique. Donc je sélectionne, j'ouvre l'entrée de mes deux modèles database pour arriver à la racine. Donc au niveau de la database, je sélectionne toutes les deux, je fais clic droit, j'ai un menu contextuel avec Yes Designer, scaffolding, et là il me propose de faire du logique vers le physique ou du physique vers
logique. Alors attention de ne pas vous tromper, puisqu'effectivement, la première fois, on pourrait faire un contrôle si le fichier est vide et vous le dire, mais les fois d'après, quand on travaille sur du run trip au niveau des itératifs, bah, les bases sont pas tout à fait les mêmes. Donc on peut pas savoir dans quel sens vous allez. Donc vous risquez de supprimer des éléments si vous prenez pas le bon sens. Donc moi, je veux du physico-logique. Donc je prends le physical to logical. Par défaut, comme tout à l'heure, pour le retrofit, je pourrais faire référence à des choses, là c'est pas mon cas. Donc j'en rajoute pas, je fais finish. Voilà. Il me dit qu'effectivement, l'exécution s'est bien passée, qu'il a créé un point scaffold entre les deux qui permet de maintenir une cohérence entre mes deux schémas. Il m'a ouvert le schéma, il me l'a créé, voilà. Donc on retrouve la modélisation que j'ai faite. Donc là, je vais lui changer simplement non. On retrouve notre modélisation, effectivement, ce coup-ci, où je retrouve une liaison vers donc un système logique. La différence, c'est que ici, si vous regardez bien, si je vais sur mes colonnes, on voit bien la différence. Je n'ai pas le même nombre de choix de type d'éléments. Donc bien sûr, pour faire cette transformation-là, on a mis en place des tables de transtypage dans le système qui permettent de définir entre chaque base de données qu'est-ce qui se passe quand je parle du MPD vers le MLD, et même principe dans l'autre sens. Où là, effectivement, on n'a pas eu le choix, on a pris un cas particulier, même s'il y a plusieurs possibilités du côté MPD, on a fait le choix sur une entrée particulière pour dire, mon binaire, ça sera tel type derrière, et ainsi de suite. Donc là, j'ai fait donc mon retrofit qui m'a permis effectivement de réexécuter. Si je reviens sur mon modèle ici, alors je pourrais rajouter ici ma colonne synopsis. Donc tout simplement, bon, je vais pouvoir le sélectionner, donc c'est un type varchar. On va lui mettre de 500 caractères, tout simplement. Les nuls possibles. Voilà. Donc je sauvegarde. Alors, quand on fait du scaffolding, on ne s'appuie pas sur la version mémoire, on s'appuie sur la version fichier. Donc bien penser à faire la sauvegarde avant de lancer le traitement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer le scaffolding entre mes deux modèles, qui va me permettre effectivement de voir si effectivement il m'a bien récupéré ce champ que je viens d'ajouter du côté MPD. Donc j'ai deux possibilités pour le faire. Soit je refais comme tout à l'heure, pour la première fois que je l'ai exécuté, je reprends mes deux entrées, je fais un clic droit, le menu IS Designer, Scaffolding, je relance un Physical to Logical. Là, il détecte qu'il y a un fichier de scaffolding, on a déjà fait du scaffolding, il y a un fichier scaffold qui existe, il me demande si je veux utiliser ou je recommence à zéro. Une autre solution, ça serait de rentrer directement dans le fichier scaffold, de sélectionner tout simplement mon fichier, mon modèle scaffold, clic droit, IS Designer, même principe ici. Et là, par contre, il me pose plus la question, il exécute directement, puisqu'effectivement, on est parti sur le système scaffold. Donc, si je sauvegarde, et je vais revoir dans mon schéma, on voit bien que mon synopsis est arrivé. Alors, même principe, si j'aime pas la mise en place, je peux à tout moment remonter et remettre en ligne mes différents champs. C'est un choix. Donc voilà. Donc au niveau scaffolding, on a vu donc la transformation de MPD vers MLD, mais l'outil étant capable de me faire de la modélisation de niveau, on va dire conception, donc en gros, avoir une vue de la base de données côté développement et côté modélisation du système. Donc ça s'appelle Entity. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais transformer aussi mon modèle logique en modèle physique, en modèle Entity, excusez-moi. Donc pour ça, je vais faire une nouvelle entrée. Donc, je vais passer directement par le menu ici, ce sera plus simple. New, Other. Donc là, je vais chercher mon modèle entité. Je donne un nom. Donc voilà, donc le modèle entité, bon, il a deux notions, des notions de namespace, nom de domaine, en gros des packages, et dedans, je vais pouvoir créer effectivement des entités dans lesquelles j'ai des attributs et je pourrais mettre des relations. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est effectivement, je vais me demander de transformer mon modèle logique dans un modèle entity. Donc pour ça, je vais reprendre mon entrée. Je vais ouvrir, même principe qu'on avait fait pour le MPD MLD. Je sélectionne les deux entrées. Je fais un clic droit, je fais toujours Yes Designer Scaffolding.
Ce coup-ci, effectivement, je n'ai que la possibilité de faire de l'entité vers du database, du MLD, ou du logique vers du entity, c'est ce qui m'intéresse. J'ai pas de nouveau schéma à rajouter, donc je fais directement finish. Il m'a créé effectivement ma vue. Voilà. Donc, contrairement à la vue database tout à l'heure, bon, c'est une vue effectivement de namespace. On voit en automatique une liaison qui dit qu'il y a une référence entre quelque chose, une entité qui est dans la référence, qui pointe sur une entité du schéma applicatif, et le numéro 1 veut dire qu'il n'y en a qu'une seule. Et si je remonte, donc on retrouve un schéma à peu près identique, on voit effectivement que les schémas, les noms ont été transformés pour enlever des espaces, des underscores, tout ça, brodé en camel case. Les types ont pas le même principe, on a transtypé les types pour avoir des types correspondant à ce qu'on a au niveau d'entité. Mais on s'aperçoit qu'on avait des contraintes d'unicité qu'on avait mis en place, on avait des noms physiques qu'on n'a plus, des tailles qu'on ne trouve plus. Bon, en fin de compte, elles ne sont pas perdues. Elles ont été transformées dans une nouvelle vue. Donc, si je vais, effectivement, j'ai deux vues qui ont été créées. Ma vue, c'est celle-ci que j'affiche au départ, plus maintenant, on se situe sur celle-ci. Mais j'ai une vue de haut niveau qui s'appelle Entity Physical Name, qui me permet effectivement, à partir de là, de revoir toute ma modélisation et de retrouver les noms logiques que j'ai du côté MLD, les tailles qui ont été mises en place, des contraintes chat si on avait eu, les contraintes d'unicité, donc mes principes colonne, monocolonne ou multicolonne, ici. Si j'avais des valeurs par défaut, je l'aurais trouvé ici. Et les targets, c'est très particulier. C'est dans le cas où, effectivement, j'ai une table NN entre deux schémas. Quand on aurait positionné l'emplacement où se situe la table. Donc voilà, donc on voit qu'on ne perd aucune information, tout se remet en place dans différentes vues, c'est d'où le système de viewpoint. Donc voilà, pour cette partie-là, j'en resterai là sur toute la partie modélisation et tout ce qu'on a vu. Il me reste à vous montrer la partie génération de documentation, puisqu'effectivement, l'outil permet d'extraire toutes les données qu'on a modélisées dans un document de type Word. Donc pour ça, je vous ai préparé un projet, parce qu'il faut quand même mettre en place le système de template. Donc on s'appuie sur un système de template Word. Donc ici, hop. Donc voilà, donc j'ai un document de type ce type-là, Word, dans lequel, voilà, pour l'instant on ne voit rien, on utilise les variables spéciales style depuis le postage. Voilà. Donc on remplit un document avec un système de mise en page Word complet, et au niveau des champs, on va mettre en place un système de substitution avec des balises F9, contrôle F9. Et on va permettre de dire effectivement, parcourir tout le système, récupérer, on a des instructions spécifiques pour récupérer les images. Donc pour ça, bon, c'est un peu spécialisé, mais c'est pas très compliqué à faire. Donc, pour aider, il faut voir que dans l'aide, on a une aide complète sur l'outillage complet du système. Donc voilà, donc on a toute une aide complète. Donc, celle qui nous intéresse, bon, ce que j'ai montré sur Database, vous l'avez directement ici dans ISD, modèle base de données scaffolding. Vous avez une aide sur ce que je vous ai montré, bon, très succincte, mais vous avez comme une aide. Et pour M2Doc, eh ben, au niveau database service, on va retrouver par exemple tout ce qu'on peut récupérer. Donc au niveau database, tous les attributs qui nous intéressent avec la façon de les appeler. Et dans le cas où il y a des services de haut niveau, eh ben, on a aussi le nom du service avec sa façon de l'utiliser et sur quel objet ça apparaît. Donc en utilisant cette doc-là, c'est ce qui m'a permis de faire la template qui permet de récupérer les informations. Donc pour ça, j'ai mis en place une template. La template, je l'ai associé à une fichier de configuration qui permet de dire sur quel modèle je travaille, si j'ai des variables internes, qu'est-ce que je mets comme valeur dedans, et quel est le nom de fichier résultant. Donc pour ça, une fois que j'ai fait ça, tout ce qui me reste à faire, c'est faire un clic droit. Et là, j'ai un généré de documentation qui apparaît. Donc ça prend un peu plus de temps. Plus vous aurez de graphiques, plus ça prendra du temps. Mais c'est quand même assez rapide. Voilà, donc là, vous voyez, la génération, c'est fini. Et si je vous affiche le résultat, hop. Donc on retrouve effectivement le même document de template que je vous ai donné. La différence, c'est que certaines données ont été rentrées, du style le nom de mon projet que j'avais pas saisi, la valeur, ça c'est ce que j'ai mis dans le fichier de configuration. Et derrière, en se déplaçant, tous les champs ont été remplacés par les valeurs qui ont été trouvées au niveau de la modélisation.
Donc, on retrouve effectivement mes commentaires, les noms de mes tables. Derrière, il a été récupéré directement les graphiques qu'il m'a mis en place directement dans le document. Voilà. Et après, derrière, on a différents choix. Donc, vous voyez, on peut mettre des croix, on peut faire mettre des croix, on peut mettre du texte à la place. On peut tout récupérer. Donc là, j'ai fait un dictionnaire de données complète papier, très précis de tout l'ensemble complet de la base de données. J'aurais pu faire un dictionnaire plus succinct si j'avais voulu. À moi de mettre en jour les templates pour pouvoir les mettre en place. Donc voilà. Merci Didier. Et de rien. Donc effectivement, c'était très clair, je pense. Donc on a quelques questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à aller les poser donc, dans la section Q&A donc à droite de votre écran normalement. Alors, il y a déjà quelques questions. Donc la première, je vais l'afficher. Voilà, donc tu parlais tout à l'heure, je crois, d'une volumétrie de 1000 tables. Ouais, j'ai la plus grosse que j'ai eue, c'était 250-300 tables à peu près. Ouais, donc là, donc t'as pas non, 3000 tables, ça posera pas de problème parce que je vous dis, donc ça prendra peut-être 2 minutes ou 3 minutes maximum. Je sais, j'ai jamais testé, j'ai jamais eu une aussi grosse base. Le seul problème qu'on va peut-être avoir dans le système, c'est pour la mise en page des 3000 tables, si elles sont donc dans un seul schéma. Bah voilà, c'est la visualisation qui va être plus compliquée, mais c'est tout. Mais autrement, il n'y aura aucun problème. Ça peut être mis sans problème. J'ai jamais testé, je vous avouerai, mais l'outil ne pose pas de problème au niveau de la quantité. Ok. Donc, après, si vous faites une génération comme j'ai fait de documentation, si vous avez un seul schéma de 3000 tables, on sait bien que c'est pas la peine de le mettre dans le document parce qu'il sera illisible. Ou s'il est découpé en multi-schéma avec des peu de tables dedans, on peut le rajouter. Par contre, si vous avez du style de 300 schémas, ça prend du temps à s'imprimer parce qu'il va recalculer systématiquement toutes les représentations graphiques et vous les mettre dans le document. Mais c'est pas non plus l'ordre de 3 heures, quoi. C'est de l'ordre de entre 5 et 10 minutes s'il y a beaucoup d'images. Pour l'instant, moi, je suis toujours resté aux environs en dessous de 2 minutes pour fabriquer mon document Word complet. Ok, merci. Donc, autre question, alors qui s'adresse peut-être plus à OBO. Du coup, quelle est l'interface avec OBO Smarty, en particulier avec les entity diagrammes? Donc, pour rappel, donc OBO Smarty donc, est un outil de modélisation d'architecture d'entreprise qui est développé par OBO. Et donc, alors qui couvre à peu près les mêmes couches qui sont couvertes par IS Designer, mais avec un niveau d'abstraction plus élevé. L'objectif, c'est pas de rentrer dans le détail de conception au même niveau que IS Designer. Donc, dans OBO Smarty, on va couvrir les aspects métiers avec la modélisation des processus métiers, les acteurs, ce genre de choses. Il va y avoir une partie applicative avec les applications, les services applicatifs, jusqu'à la couche technologie, où on va pouvoir retrouver des bases de données, des serveurs, des machines, ce genre de choses. Donc, OBO Smarty, de base, s'appuie sur Archimate, mais peut intégrer le métamodèle IS Designer. Donc, on a une extension dans OBO Smarty qui permet de manipuler tous les concepts de Entity Designer, mais aussi tous les autres modeleurs dont j'ai parlé au tout début. Et donc, d'avoir dans Smarty le même niveau de détail qu'on a dans IS Designer. Donc, pour l'instant, les deux modèles cohabitent, mais on peut mettre en place, au besoin, des liens de traçabilité entre les objets qui sont dans Archimate et puis les objets qui sont dans IS Designer. Donc, voilà, il y a une intégration qui existe déjà et qui peut être utilisée. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Moi, j'en avais une autre. Alors, j'ai vu passer tout à l'heure une question, mais elle a peut-être été supprimée sur le support de DB2. Est-ce que tu peux rappeler les bases de données qui sont supportées à la fois dans le reverse, mais aussi dans la partie génération de code? Parce qu'en fait, la génération de schéma, je veux dire, schéma de base de données, est-ce que c'est les mêmes bases qui sont supportées? C'est exactement les mêmes, tout à fait, oui. Donc, on supporte Oracle, Postgre, MariaDB, MySQL, H2, SQL Server. D'accord, donc il y avait une question. Par contre, on peut faire une évolution sans aucun problème. Ça avait été déjà demandé justement pour DB2. Donc, c'était l'éducation nationale qui l'utilise et qui nous avait posé la question. Ça a été estimé entre 3 et 4 jours. Ça va dépendre de la complexité de ce qu'on veut faire pour rajouter la cartographie d'une base DB2.
Et à partir de là, on pourra faire de la modélisation DB2 et du reverse de base DB2. Dans les deux sens, bien sûr. Et du scaffolding. Ce qui prend un peu de temps aussi, c'est mettre en place le scaffolding. D'accord, donc... c'est pas très très long, quoi. Rajouter dessus, c'est une toute petite tâche. Ouais, pour faire le reverse, et pour la partie génération des schémas, du coup, comment ça normalement, si je me souviens bien, l'Equibase, alors SQL, alors pour la petite histoire, SQL était la première version qu'on a mis en place avec les générateurs. On vient de passer donc il y a 1 an et demi de ça sous l'Equibase. Et au final, je pense que la partie SQL va s'arrêter plus ou moins rapidement. Restera en place comme elle est, n'évoluera plus au profit de l'Equibase, parce que l'Equibase, lui, gère, plus effectivement, ceux qui le connaissent, on gère, je crois, 25 bases de données différentes, dont DB2. D'accord. Donc, en passant par le système qui permet de générer les scripts de l'Equibase pour DB2, automatiquement, on pourra piloter une base DB2 sans aucun problème derrière, en script. D'accord. Et surtout, l'avantage, c'est que la communauté, la société qui développe l'Equibase gère les montées de version complètes et toutes les transformations. C'est beaucoup plus simple. Alors, tant qu'on est sur les versions, donc, autre question liée un peu au support. Donc, pourquoi les limitations SQL Server 2008 ? Parce que on n'avait que ça dans le ministère des Armées à l'époque. Donc, on a travaillé sur la version 2008, mais je vous ai dit qu'on version donc la 3.2 qui va sortir dans moins d'1 mois. On est en train de finir de la débugger. Et donc, on devrait passer en 2016, si je me souviens bien, je crois. Enfin, je reconfirme, mais on pourra reconfirmer, mais on fait une évolution justement sur la version. Justement, on monte les versions de serveur. On a monté des versions de toutes les bases de données. On est parti sur toutes les dernières versions possibles des bases de données qu'on supporte. Okay. Bien sûr, ça à décembre 2022, puisque le développement a été fini en décembre 2022. Alors, je vais d'abord poser celle-là avant. Donc, il y avait, peut-on importer facilement les entity diagrammes de USD dans Smarty et réciproquement. Donc, en fait, aujourd'hui, le métamodèle et les modeleurs sont intégrés dans OBEO Smarty. Donc, en fait, si vous avez fait votre modèle dans ES Designer, en fait, en exportant le modèle, enfin, le modèle peut être réimporté directement dans Smarty, puisque c'est exactement le même métamodèle et le même modeleur qui sont intégrés dans Smarty. Donc, ça, c'est, on va dire, natif. Et pareil, hein, si vous modélisez des bases de données ou des entités dans Smarty avec l'extension ISD, forcément, le résultat pourra être intégré directement dans ES Designer. Voilà, ce qui aujourd'hui n'est pas intégré dans Smarty, c'est tout l'outillage qui vient avec ES Designer. Donc, tous les outillages de génération, de scaffolding, tout ça, c'est pas forcément complètement intégré, donc c'est pas impossible, mais ça nécessiterait un petit travail supplémentaire d'intégration. Mais en tout cas, aujourd'hui, si vous modélisez dans Smarty avec l'extension, vous pouvez communiquer avec ISD, donc vous pouvez gérer en parallèle les deux activités. Est-ce que j'ai d'autres questions? Alors, j'en avais peut-être une dernière, puis on va s'arrêter les midi. Sur le temps de formation à l'outillage, donc effectivement, j'ai donné une formation dans un de nos centres la semaine dernière. Ouais. Donc, sur l'outillage complet, j'ai mis 2 jours et demi. Donc, pour database, il faut compter, on va dire, entre 2 heures et 4 heures, quoi. Donc, quand tu parles de l'outillage complet, c'est tout ISD. Voilà, tout ISD. Tous les modeleurs. Et sur la partie pure, tous les modeleurs, toute la façon de faire. Ouais, sur la partie... J'ai mis 2 jours, tout sauf cinématique, parce que cinématique est un peu plus complexe. Ouais. Il y a toutes les couches sauf cinématique. Par contre, effectivement, la database, vous l'avez vu vous-même, c'est pas très compliqué d'utilisation. C'est, on va dire, 1 heure, 1 heure et demie pour comprendre les concepts, tout ce qui est l'outillage autour, ce qu'on appelle l'OBE Designer, sur lequel on s'appuie. Et après, derrière, la particulier database, si on connaît la base de données, c'est une petite heure, quoi. Ok. Très bien, je pense qu'on est arrivé au bout du webinaire. Donc, merci encore, Didier, pour cette présentation. Donc, comme je disais, donc, on va prendre la vidéo et puis on va la mettre en forme et la publier rapidement, dès qu'on peut. Voilà, donc merci à tous d'avoir participé. Et puis, à bientôt pour un prochain webinaire. Donc, voilà, le sujet n'est pas encore complètement déterminé, mais peut-être que le lien avec Smarty, c'est un sujet qui pourrait éventuellement être abordé dans
dans un prochain webinaire. Donc, merci encore à tous. Bon déjeuner. À bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Merci Frédéric.